En Nouvelle-Calédonie, où le jour vient de se lever, Edgar Pisani annoncera son plan à la radio dans 12 heures. Israël, l'opération Moïse est interrompue et provoque une tension politique dans le pays. Le fondateur des Compagnons d'Emmaüs, l'abbé Pierre, demande des locaux plus confortables pour accueillir les déshérités à Paris. Notre invité ce soir, le ministre de la Culture Jacques Lang, au cœur d'une actualité culturelle chargée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après une brouille de plus d'un an, c'est demain à Genève que les Américains et les Soviétiques vont reprendre les discussions sur le désarmement. La rencontre entre messieurs Schulz et Gromyko va durer 2 jours. Le secrétaire d'État américain est arrivé le premier ce matin en Suisse. Il a tout de suite mis l'opinion publique en garde contre tout espoir excessif. Il a déclaré qu'il ne sera pas facile de faire des progrès. J'espère, a-t-il ajouté, que la rencontre mettra nos 2 pays sur les rails d'une nouvelle négociation. Le ministre soviétique des Affaires étrangères est arrivé en fin de journée et a tout de suite précisé que l'URSS entendait discuter en priorité de la course aux armements dans l'espace. La première rencontre doit avoir lieu demain à 10 heures. Cela faisait donc plus d'un an que les 2 super grands avaient rompu ces discussions. Les soviétiques avaient claqué la porte après l'installation des fusées Pershing en Allemagne fédérale. Et curieusement, c'est une décision du président Reagan, antérieure à ces événements, qui a peut-être amené Moscou à revenir à la table des négociations. Frédéric Astou. Le 23 mars 1983, en effet, le président Reagan présente à la télévision un projet qui va bouleverser les données des stratégies nucléaires actuelles. Dans son discours, le président américain annonce son intention de remplacer d'ici à la fin du siècle la stratégie de la terreur, c'est-à-dire celle de l'attaque nucléaire, par une stratégie purement défensive. Il s'agit d'un programme de défense spatiale que les médias ont vite appelé Guerre des étoiles, par allusion à un célèbre film de science-fiction américain. Il consiste à mettre au point des armes capables d'intercepter les missiles nucléaires de l'adversaire avant que ceux-ci n'atteignent le territoire américain. Ce bouclier antimissile devrait utiliser une technologie très futuriste, comme celle du rayon laser, par exemple. Ce projet de défense spatiale inquiète d'autant plus les soviétiques qu'il rouvre un dossier clos depuis 1972 à la suite de la signature entre Richard Nixon et Leonid Brejnev du traité ABM, un accord prévoyant la limitation des systèmes de missiles antimissiles stratégiques. Aujourd'hui, les soviétiques ne cachent pas leurs préoccupations. Prévenir l'extension de la course aux armements jusque dans l'espace. Aussi, pour rendre possible le dialogue, ont-ils assoupli, au moins en apparence, leur position. En n'exigeant plus des Américains le démantèlement des missiles de croisière et des Pershing 2 déjà déployés par l'OTAN en Europe occidentale pour faire contrepoids à l'installation par l'URSS de ces SS-20 en Europe de l'Est. Cette reprise du dialogue à Genève entre soviétiques et américains ne peut que satisfaire les pays européens qui n'ont cessé de la demander tout au long des 14 mois qui viennent de s'écouler. Avec des nuances de la part de la France et de la Grande-Bretagne, des seules puissances nucléaires en Europe de l'Ouest. Opposés aussi bien au programme américain de guerre de l'espace qu'à la demande soviétique de prise en compte dans les négociations de leurs forces de dissuasion nationale, les Français et les Anglais craignent de faire les frais d'un éventuel accord entre les 2 super grands, au cas où ceux-ci parviendraient à se partager à Genève non seulement la planète, mais aussi le cosmos. C'est demain matin à 10 heures, heure française, qu'Edgar Pisani fera connaître son plan pour la Nouvelle-Calédonie. Un plan qui, selon le délégué du gouvernement, devrait surprendre. En Nouvelle-Calédonie, compte tenu du décalage horaire, on est déjà lundi matin, et vous vous en doutez, toute l'île attend avec impatience les propos de M. Pisani. Ce matin, la Calédonie s'est réveillée dans une chaleur moite et étouffante. Elle va maintenant retenir son souffle jusqu'à 20 heures. Le calme règne sur l'ensemble du territoire, mais il n'en reste pas moins vrai que la tension persiste. Dans certaines tribus, on a édifié quelques barrages dans la crainte de réaction des anti-indépendantistes aux déclarations de M. Pisani. À Nouméa, un comité de crise s'est formé dimanche, comité de soutien au gouvernement légal. Partout, les responsables de la gendarmerie ont étudié depuis une semaine toutes les réactions possibles aux déclarations de M. Pisani. Calme donc, mais tension. Chacun, indépendantiste ou anti-indépendantiste, est bien conscient qu'après la déclaration de M. Pisani ce soir, plus rien ne sera comme avant dans cette île française du bout du monde. Alain Girol, RFO Nouméa, pour Soir 3.
C'est parce qu'il y avait eu trop de publicité autour qu'Israël a décidé d'arrêter son opération Moïse. L'information avait pourtant été donnée par des sources officielles. L'arrêt brutal de l'exode des Juifs éthiopiens provoque aujourd'hui des réactions violentes au Parlement israélien. Les partis d'extrême gauche et d'extrême droite ont déposé des motions de défiance contre le gouvernement. Joël Hazard. À la sortie de la réunion gouvernementale, Yitzhak Shamir et David Levy, deux vice-premiers ministres très préoccupés, car l'affaire des Juifs éthiopiens risque de soulever une nouvelle polémique en Israël. Pourtant, l'opération Moïse était bien partie, 7000 falachas arrachés à la famine. Ces Juifs éthiopiens prièrent devant le mur des lamentations, le résultat de tractations secrètes entreprises par Washington et le Caire auprès du Soudan. La divulgation de cette opération vaste mais discrète fait capoter le reste du sauvetage. Pour ce juif noir, les responsables sont ceux qui ont révélé l'affaire. L'agence juive et certains milieux officiels qui ne veulent pas des falachas en Israël. La mise en lumière de l'opération Moïse, un coup dur pour le Soudan, très islamique et voisin fragile de la Libye. Du coup, il a interrompu le pont aérien. Plus de 7000 autres falachas sont donc pour l'heure abandonnés à leur sort. Ces réfugiés avaient déjà quelques mal à s'adapter, leur judéité parfois mise en doute par les religieux ultra-orthodoxes. À présent, nombre d'entre eux sont séparés de leurs familles, des familles restées au Soudan en attendant les prochains vols, restées aussi sur les routes, en chemin vers le Soudan. Des centaines d'entre eux sont morts au cours de la marche, au cours du voyage. Ces falachas rendus à la vie un succès humanitaire, mais aussi un nouveau souci pour le gouvernement israélien. Il doit non seulement trouver les moyens de terminer son sauvetage, mais aussi veiller à l'adaptation des falachas au sein de la société israélienne. Alors que le froid qui sévit en ce moment accable les plus pauvres d'entre nous, une polémique vient d'opposer l'abbé Pierre et la mairie de Paris. Le fondateur des Compagnons d'Emmaüs reprochait à la ville de mettre à la disposition des déshérités des centres d'accueil inutilisables. Après une entrevue à la mairie, les choses semblent ce soir s'être arrangées. Hubert Coudurier. Ce que nous demandons, c'est que la ville de Paris nous aide à trouver des locaux complémentaires pour la nuit, mais surtout pour le jour, pour les personnes qui sont mises à la rue chaque matin par les asiles, partout, pour des raisons d'hygiène, et qui ne trouvent à s'héberger que dans le métro, sont très malheureux dans la journée. Nous voulons essayer de faire créer dans tous les arrondissements de Paris des lieux très simples, mais où les gens puissent se laver, où il y ait l'électricité, où ils puissent trouver du thé chaud pendant cette période. Et le froid rend plus poignant pour moi. Je n'endors pas ces dernières nuits en pensant qu'il en reste dehors. Nous avons pu, en discutant, arriver à ce que la ville de Paris accepte de déplacer les limites de son terrain, de façon à ce que nous puissions y implanter d'autres baraquements pour arriver à une centaine de mètres carrés. Car en réalité, nous pensons, nous, à l'association Emmaüs et le Père, que à moins de 100 mètres carrés, on ne peut rien faire. C'est un lieu d'accueil, en fait. Un lieu d'accueil. Ça n'est pas un lieu d'hébergement. Non. On peut même vous dire que grâce à la préfecture de région et à l'assistance publique de Paris, nous sommes en pourparlers pour avoir des locaux dans l'hôpital Claude Bernard, et des locaux même importants, puisqu'il s'agit de 98 chambres qui pourraient être mises à notre disposition. Nous travaillons pour cet hiver, mais aussi pour les hivers prochains. À Clichy, dans la banlieue parisienne, c'est le socialiste Gilles Catoire qui a été élu maire à la place de Jacques Delors, qui avait démissionné. L'élection a été très houleuse et a nécessité l'intervention de la police. Le RPR a décidé de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Pour le Front National, il n'est pas question de cohabiter avec un président de la République socialiste. Jean-Marie Le Pen, qui était aujourd'hui à Lyon, a pris cette position, vous allez l'entendre, dans un langage très imagé. Vous noterez d'ailleurs au passage que bien que nous soyons encore à 18 mois de cette consultation, les appétits se manifestent et on entend claquer les jeunes mandibules des jeunes loups du RPR ou de l'UDF, qui sont d'ailleurs beaucoup plus des jeunes loulous de Poméranie. Et c'est à qui se disputera
entre M. Noir et M. Léotard, M. Carignon et M. Berthelot de savoir qui sera le Premier ministre de Mitterrand. Alors que, dans son coin, M. Toubon dit « tout beau, il y en a plusieurs qui peuvent espérer être Premier ministre ». Eh bien, moi je le dis très franchement, c'est un honneur que je laisserai à M. Léotard. Le Front National estime en effet qu'il est difficile de faire deux politiques totalement contraires. André Bergeron souhaite reprendre la négociation avec le patronat sur la flexibilité de l'emploi. Il l'a déclaré aujourd'hui au forum de Radio Monte-Carlo. Le secrétaire général de Force ouvrière a en outre précisé qu'il avait demandé audience au CNPF. La marque Talbot va-t-elle disparaître dans les prochains mois? Selon notre confrère, le journal du dimanche, c'est oui. Mais cet après-midi, la société des automobiles Peugeot a démenti l'information. Cette polémique révèle en tout cas un malaise qui règne autour de Talbot, un nom qui représente 2% du marché français. Marie-Claire Thiers. Peugeot et Talbot, Talbot ou Peugeot, la société des automobiles Peugeot paraît décidée à réconcilier ses frères ennemis et se déclare déterminée à maintenir ces deux marques. Pourtant déjà, certaines chaînes de Poissy ne produisent plus que des Peugeot. Et surtout, c'est toujours l'incertitude sur la marque du futur modèle de gamme moyenne que la société a mis sur pied et qui sera construit à Poissy. Sera-t-il la Peugeot 206 ou la Talbot Arizona, comme le pronostique l'Autojournal? La décision ne semble toujours pas prise. Une façon pour le groupe PSA de minimiser le choix de la marque en espérant faire oublier la mauvaise réputation de Talbot, dont la part de marché après les conflits de Poissy est tombée à 2%. Le groupe préfère mettre aujourd'hui l'accent sur le renouveau industriel de la société tout entière. Elle rappelle qu'elle a investi plus d'1 milliard de francs à Poissy pour une nouvelle chaîne polyvalente qui pourra produire indifféremment des Peugeot ou des Talbot. Alors faut-il profiter du succès actuel des modèles Peugeot ou bien prendre le risque de donner à Talbot le nouveau prototype pour redresser la marque qui se fabrique et se vend bien en Espagne et en Angleterre? Une décision difficile à prendre mais qui, en attendant, alimente toutes les suppositions. Une réaction ce soir d'André Saint-Jean, le secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CGT. Nous croyons que le groupe Peugeot, depuis très longtemps, s'est fixé pour objectif de liquider la marque Talbot. Monsieur le ministre, merci d'être notre invité ce soir. Tout à l'heure, nous allons parler de politique culturelle. Mais auparavant, une question nous brûle les lèvres. Nous savons que vous êtes plutôt contre les télévisions privées. Alors que pensez-vous des ouvertures que l'on a cru déceler ces derniers jours chez le président de la République? Je suis le ministre de la Culture de François Mitterrand. Et vous n'imaginez pas que je puisse un instant ne pas me trouver en accord avec lui. D'autant plus que le septennat de François Mitterrand est un septennat de la libération audiovisuelle. On l'oublie trop souvent lorsque les uns et les autres opposent leur point de vue. Dans l'histoire, le septennat de François Mitterrand sera le septennat au cours duquel liberté aura été donnée aux radios. Alors même, rappelez-vous, voici 4 ans, lorsque nous étions dans l'opposition et que nous avions, en tant que Parti socialiste, créé une modeste petite radio libre, M. Giscard d'Estaing avait fait inculper François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste. Alors pour en revenir, monsieur le ministre... Mais c'est important de rappeler cela, n'est-ce pas? Car on dit liberté, 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 et la liberté, nous l'avons instituée voici 3 ans. Et vous-même, en tant que journaliste ici présent, monsieur le directeur général des programmes, Serge Moati ici présent, et tous les dirigeants des télévisions savent qu'ils n'ont jamais été aussi libres, puisque leur activité est placée sous le parrainage de la haute autorité. Alors c'est justement de liberté dont on va parler pour ces télévisions privées. Le président de la République a dit la liberté ça s'organise. On sait que vous faites partie de ceux qui jusqu'à ces derniers jours étaient les plus réticents pour la télévision privée. Comment vous voyez cette organisation de la liberté? Quel sera par exemple le cahier des charges d'une télévision privée et quels sont les intérêts qui devront être protégés le jour, et il a l'air relativement prochain, où les télé privées pourront effectivement émettre? Je crois, si vous voulez, pour que vraiment les téléspectateurs puissent nous suivre dans un débat qui est souvent très parisien, je m'excuse de le dire. Il y a d'une part la liberté des diffuseurs publics ou privés. Celle pour laquelle en général on milite ou on parle dans la presse. Mais on oublie trop souvent d'autres libertés. La liberté des créateurs et des producteurs.
la liberté des artistes d'avoir accès aux médias, la liberté du cinéma de vivre et de pouvoir se développer, de ne pas être concurrencé, en particulier sauvagement, par un système qui serait déstabilisé, la liberté du public d'avoir un vrai choix et des choix d'œuvres belles et fortes, et non pas d'avoir droit, comme dans certains pays européens, aux dernières rognures des émissions préfabriquées au Japon ou aux États-Unis. Donc le problème qui se pose au gouvernement et au président de la République est d'essayer de concevoir un système équilibré qui assure l'arbitrage entre ces diverses libertés. Oui à la multiplication des réseaux, si dans le même temps est assuré, comme le souhaite le chef de l'État, un système dans lequel soient encouragés les programmes sans lesquels il n'y a ni télévision publique ni télévision privée. Alors, j'ai l'impression que Serge Moati brûle d'ajouter quelque chose. Il ne faut pas que les télévisions privées tuent le cinéma français, qui est le premier cinéma européen. Et il ne faut pas que les télévisions privées tuent ces télévisions de service public, qui sont de bonnes télévisions. Donc il faut que tout ça, effectivement, s'arrange et s'organise. Donc elles sont complémentaires, elles se présenteraient comment, ces télévisions privées? Vous les voyez comment dans les mois ou les années qui viennent? Mois ou années d'abord? Je répète que personnellement je n'ai aucune hostilité théologique ou métaphysique à l'égard des télévisions privées de telle ou telle forme. Et je crois simplement, comme l'a rappelé très justement le président de la République, qu'il faut organiser la liberté par crainte que les uns ne viennent écraser les autres. Imaginez, pour faire image, l'avenue de l'Opéra, surtout aujourd'hui en temps de neige, où il n'y aurait aucune règle de circulation. Les voitures viendraient se détruire mutuellement. C'est pourquoi il est indispensable, et je crois que les gens de bon sens l'admettent, que nous imaginions dans les prochains mois, pour accroître les espaces de liberté, une nouvelle donne, un nouvel équilibre. Et pour cela, il ne faut pas agir dans la précipitation. Il faut se donner quelques semaines de réflexion. Mais vous avez quand même des idées précises. On vient de les définir négativement, ces télévisions privées. On a dit ce qu'elles ne devaient pas être. Qu'est-ce qu'elles doivent être? Puis regardons un petit peu autour de nous, si vous voulez, car je crois qu'il faut tenir compte de l'expérience des autres. À coup sûr, pas le système italien, que tout le monde réprouve. Un système dans lequel il y a eu multiplication anarchique des télévisions privées et destruction de l'un des plus beaux cinémas du monde. Regardons un peu du côté de nos voisins anglais. Je crois qu'ils ont imaginé un système sur lequel il faudrait réfléchir. Non pas pour le cinéma, où ils ont vraiment mal agi, le cinéma anglais dans une très mauvaise posture, mais pour la télévision, ils ont conçu un système mixte, très original, où il y a à la fois la BBC publique et ce qu'on appelle ITV, une chaîne privée nationale, elle-même d'ailleurs soumise à un cahier des charges assez strict. Alors je crois que nous avons, en nous inspirant des meilleures expériences des autres pays, à concevoir, je dirais, un modèle français. Un modèle français qui assure à la fois la multiplication des réseaux et offre toutes ses chances au cinéma national et à l'industrie des programmes. Vous parliez de moi tout à l'heure, c'est avant l'été à votre avis? Ce n'est pas à moi de fixer vous avez un avis, un délai. Je pense que si nous pouvons organiser assez vite la réflexion, essayer de voir dans quelles conditions d'autres télévisions éventuellement privées ou semi-publiques peuvent s'insérer dans un système, dans le système lui-même transformé, le plus tôt sera le mieux. Mais je crois que la précipitation serait là une erreur, n'est-ce pas? Et vous, quand vous additionnez, n'est-ce pas, depuis 3 ans, à côté des 3 chaînes publiques, on a créé Canal+. Vont s'instituer 4 canaux sur les satellites. Dans quelques années, des centaines de canaux à travers les câbles. Je répète, la liberté de communication est inscrite dans l'action du gouvernement de la gauche et nous sommes prêts, le président de la République souhaite élargir les espaces de liberté, mais la liberté, pour être vraiment défendue, doit être organisée. Dans ces conditions-là, Serge Moati, le directeur général d'une chaîne de télévision publique comme RFR3, redoute l'arrivée des télévisions privées, prépare cette arrivée? Non, nous préparons peut-être cette arrivée. La réponse, elle est d'ordre politique. C'est au ministre de la Culture, au gouvernement, au président de la République de donner
les réponses politiques. Nous ne pouvons développer par rapport à cela qu'une stratégie d'entreprise. Et nous pensons que FR3, de par sa structure régionale, de par le fait qu'il a 25 points de diffusion en France, est peut-être la seule chaîne capable de répondre à ce défi des télévisions privées locales. Donc nous sommes très confiants. Vous savez, vraiment, nous avons la chance en France, je m'excuse de vous le dire, quand vous comparez avec les autres pays d'Europe ou les autres pays du monde, d'avoir une télévision qui comporte encore quelques défauts, naturellement, mais qui... nous en parlerons un autre jour, si vous voulez. On parle des autres, là. Mais une télévision qui, disons, est sur la bonne voie. Un cinéma national, encore une fois, comparé aux autres, relativement actif et prospère. Je crois que chaque fois que nous pouvons élargir la liberté, non seulement la liberté de communication, mais la liberté de création, nous marquons un pas en avant. Mais il faut, je le répète, maintenir les équilibres, et c'est le souci du président de la République. Il l'a dit avec beaucoup de clarté, d'ouvrir les zones de liberté, mais de créer des règles du jeu qui donnent à chacun ses chances, les diffuseurs comme les créateurs. On va en parler dans un instant en développant en quelques secondes les nouveaux programmes de FR3 qui sont annoncés demain dans une conférence de presse, et on va le faire avec Serge Moati. J'aimerais tout de même en vraiment quelques secondes que vous me précisiez une petite chose. Dans l'actualité de demain, on a remarqué qu'il y a effectivement ces négociations de Genève, il y a aussi la Nouvelle-Calédonie. Alors j'aimerais savoir si, comme on le dit quelquefois, c'est un des dossiers les plus inquiétants pour le gouvernement, ce dossier de la Nouvelle-Calédonie, ou si vous pensez qu'avec la déclaration qui sera faite par M. Pisani demain, eh bien, les choses vont se calmer rapidement. C'est un dossier important pour tout le monde, pas seulement pour le gouvernement. Et je crois que ce qu'on peut espérer, c'est que le plan de M. Pisani, qui sera, je le pense, un plan de paix civile, un plan d'apaisement, contribuera à détendre l'atmosphère. Et on ne peut que regretter que certains, en particulier au RPR, depuis des semaines, aient soufflé sur le feu, aient attisé la violence, et finalement se soient repus des bombes que leur indifférence d'antan avait fabriquées. Et je souhaite que l'ensemble des partis, et d'abord ceux de l'opposition, retrouvent le sens des responsabilités qui contribueront à l'apaisement. Il faut qu'en Nouvelle-Calédonie, la coexistence puisse l'emporter sur le déchirement, et pour ce faire, il est important que tous les partis politiques contribuent à cet apaisement. Serge Moati, vous allez demain faire une conférence de presse pour expliquer en détail les nouveaux programmes pour 1985, mais d'ores et déjà ce soir, pouvez-vous nous en dire quelques mots, en tout cas sur les grandes lignes? Quelques mots, je crois que nous allons développer 4 grands axes pour 85. 4 grands axes, alors je vais les définir très très vite. Premier axe, développement de la création française, monsieur le ministre, puisque nous rajoutons à notre budget en 85 15% de plus pour la fiction française. C'est-à-dire que nous allons faire 55 heures de série au lieu des 32 heures, de série de fiction française au lieu des 32 heures de l'année 1984. Les gens aiment la fiction, le public aime la fiction, on le sent bien, à nos avis d'écoute, à nos sondages, etc. Et en plus, ça fait travailler les créateurs français, les comédiens, les auteurs, les metteurs en scène, c'est donc très important. Deuxième axe, développer le cinéma. Vous savez, nous sommes la chaîne amoureuse du cinéma. Eh bien, nous allons développer le cinéma avec nos émissions phares, la dernière séance, Ciné Passion, Cinéma sans visa, Cinéma de minuit, etc. Et une nouvelle émission qu'on va annoncer, qui va démarrer le 15 mai, qui est une émission animée et présentée par Claude Lelouch, qui va s'appeler Viva le cinéma, qui est une grande soirée de cinéma, qui commencera au Festival de Cannes, pendant le Festival de Cannes, le 15 mai 84. Troisième axe, développer l'information. Ça vous touche de près, développer l'information. Eh bien, je vous félicite à ce propos-là, puisque Soir 3, grâce à vous, à votre équipe, Christian Doriac, a gagné 10% d'audience en un an. C'est donc très important. Nous allons développer l'information en faisant 2 grands nouveaux rendez-vous d'information. Premier grand rendez-vous, un nouveau grand débat politique, qui va s'appeler Face à la 3, et qui va être un débat tout à fait, je crois, intéressant, passionnant, dont j'ai vu la première émission, la maquette, hier, et que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Et, spécificité de notre chaîne, tout à fait passionnante, 12 débats régionaux en même temps. C'est-à-dire, à partir de la fin mars, puisque nous sommes implantés partout en France, et c'est notre chance à FR3, en même temps, au même moment, il y aura 12 débats régionaux qui montreront le pouls, la vérité de la France, qui n'est pas seulement parisienne, la France elle est partout, et bien 12 débats régionaux en même temps, et ce soir-là, pas de programme national, 12 débats régionaux sur des sujets d'importance capitale pour notre pays. Quatrième axe, développer la chaîne pour les enfants. Vous savez que nous avons des programmes pour la jeunesse tout à fait remarquables à FR3 et depuis très longtemps. Savez-vous que c'est FR3 qui investit le plus
dans les dessins animés. 7 millions d'eux dans l'année 85 pour faire des dessins animés d'auteurs français. Eh bien, nous allons là aussi un nouveau grand rendez-vous qui, je suis sûr, va passionner les enfants, et pas seulement les enfants, peut-être leurs parents, tous les samedis soirs, de 20h à 22h, une grande émission en collaboration avec Walt Disney. Nous allons accueillir le Disney Channel, qui est une chaîne pour enfants américaine, et ça, ce qui est tout à fait passionnant dans ce projet, c'est que non seulement nous allons accueillir leurs programmes, mais que eux, aux États-Unis, ils vont accueillir les programmes de FR3 Jeunesse. Voilà, ça c'est les 4 grands axes, et ça va plutôt bien à FR3. Merci messieurs. Il y a eu un très grave accident aujourd'hui dans le rallye Paris-Dakar, à 300 km au nord de Tamanrasset. La principale victime est le pilote automobile Jean-Luc Terrier, qui souffre d'une fracture du crâne et de lésions cervicales. Parmi les autres victimes, on relève le nom de Michel Baron, qui souffre d'une fracture de la clavicule. Coupe du monde de ski, c'est Andreas Wenzel qui a remporté aujourd'hui le slalom de la Mongie dans les Pyrénées, une épreuve qui a été marquée par de très nombreuses chutes, en particulier chez les Français. Michel Drey. Un regard de vainqueur, celui d'Andreas Wenzel. Étonnante la détermination du skieur du Liechtenstein. Il fallait en vouloir pour s'imposer dans ce slalom hécatombe. Le grand favori Marc Girardelli est tombé dans le premier tracé. Sur les 74 concurrents au départ, 19 seulement ont été classés. Meilleur temps de la première manche, sur une neige glacée et par moins 17 degrés, Andreas Wenzel s'est un peu relâché dans ce deuxième parcours. Il fallait éviter quelques pièges fatals à la plupart des concurrents, et aux Français en particulier. Wenzel franchit les dernières des 60 portes disposées par l'Autrichien Prodinger. À l'arrivée, il conserve 23 centièmes de seconde d'avance sur le Suédois Nilsson, 3e Frommelt, 5e Stenmark, 11e Michel Vion. C'est le 13e succès d'Andreas Wenzel, vainqueur de la Coupe du Monde en 80. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes, il se disputait dans le prix Ercili. Voici la combinaison gagnante, le 19, le 20 et le 7. Elle rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 5011 francs et dans un ordre différent 888 francs 50. La météo pour demain, le temps très froid va continuer sur le nord du pays, le ciel sera nuageux et temporairement neigeux. Même temps sur le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne et le Poitou-Charentes. Partout ailleurs, temps le plus souvent ensoleillé mais très froid, le temps se dégradera en fin de journée en Provence et en Corse. Fin de ce journal, dans quelques secondes, ne manquez pas de regarder le cinéma de minuit. Ce soir, Cyrano et D'Artagnan, un film d'Abel Gance. Demain à 22h, vous retrouverez Geneviève Guichenet. Très bonne fin de soirée sur FR3. Tout de suite, le rappel des titres. Demain à Genève, la guerre des étoiles sera au centre du tapis vert entre messieurs Schutz et Gromyko. En Nouvelle-Calédonie, où le jour vient de se lever, on attend la déclaration d'Edgar Pisani qui annoncera son plan. L'abbé Pierre demande une centaine de lits à l'assistance publique pour accueillir ses déshérités. Jacques Lang, oui à la télévision privée dans quelques mois, mais avec un cinéma protégé.